Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me lance, je décide d'aborder le sujet de ma rupture utérine pendant mon accouchement. J'ai mis très longtemps avant de me décider si j'allais en parler ou pas, donc s'il vous plaît, ne jugez surtout pas cette vidéo. Euh, c'est sûrement une vidéo qui va prendre beaucoup de temps, une vidéo dans laquelle je vais vous parler de choses terribles, de choses qui arrivent, de choses qui ne devraient plus arriver à notre époque. Donc, les bien-pensants et les gens qui auront un avis sur tout, s'il vous plaît, passez votre chemin parce que, voilà, je pense avoir eu un seuil de tolérance important sur beaucoup de choses, mais la critique étant facile, surtout via les réseaux sociaux, etc., etc. Voilà. Je vous explique, j'ai donc accouché le 3 février 2019 à 20h49 d'une petite Éline qui faisait 3,4 kg et 52 cm. J'ai eu une césarienne en urgence, en code rouge. Je suis partie en césarienne très très vite. Pas assez vite pour moi, mais en tout cas, dès que ça a été catastrophique, voilà, moi, je suis partie en césarienne. En code rouge, donc c'est le pire des codes, hein, bien évidemment. Donc je vais vous expliquer un petit peu mon accouchement dans les grandes lignes. Et je vais surtout vous expliquer que il est encore temps de changer les choses. Donc voilà. Alors je me suis fait un petit café. Oups là. Parce que je vais en avoir grand besoin. Donc voilà, ne m'en voulez pas. Je pense que cette vidéo va être très longue. Mais je pense qu'elle est nécessaire. Pour moi déjà premièrement. Et puis je pense qu'elle pourra aider beaucoup, beaucoup de mamans qui se posent beaucoup de questions. Donc voilà, j'ai eu un premier accouchement par césarienne de ma petite April le 3 septembre 2015. Il a fallu attendre un code orange pour qu'on me césarise. J'ai été dilatée à 2 pendant 17 heures. L'hôpital n'a rien fait. Et enfin, au final, les lactates n'étaient pas bonnes. Donc, ils ont enfin décidé de me faire une césarienne alors que ça faisait plus de 10 heures qu'on la réclamait. J'ai eu 17 heures de travail avant qu'on se décide à me faire une césarienne alors que je n'ai pas bougé. Le col de mon utérus n'a pas bougé. Il est resté à 2 pendant 17 heures. J'arrive donc aux urgences pour accoucher de ma deuxième fille qui s'appelait Éline. Et donc j'ai eu un début de travail à 21 heures. On était avec des amis, on mangeait des crêpes à la maison. Je suis désolée, la lumière est pourrie, mais on a un temps pourri dehors. Donc à 21 heures, je commence à avoir des contractions, mais qui sont très violentes et qui commencent très vite à être très régulières. Donc de 21 heures à 22 heures, c'est toutes les 5 minutes, très violent. Et ensuite de 22 heures à 23h30, le temps qu'on prenne la voiture, c'était toutes les 3 minutes et c'était très très violent. J'ai eu des douleurs de contraction uniquement sur la cicatrice de ma première césarienne. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu de contraction qui a monté dans le ventre et redescendu. Donc déjà, c'était quelque chose qui me paraissait très inquiétant. Donc c'est pour ça qu'on est parti assez vite à la maternité. On arrive là-bas donc à minuit moins 10. Évidemment, le temps qu'on me prenne en charge, etc. On me fait un monitoring. Là, on voit qu'il y a un travail qui est régulier, qui est toutes les 3 minutes à peu près. Les contractions, tout le monde me dit que ce sont des contractions normales. Moi, je les trouve très violentes par rapport à mon premier accouchement. Et on ne m'écoute pas à partir du moment où je dis que j'ai des douleurs qui sont uniquement sur la cicatrice de césarienne. Tout le temps où je répète ça, personne me dit mais oui mais ça peut arriver madame, ça peut arriver madame. Durant toute ma grossesse, on m'a dit que j'aurais le choix d'accoucher par voie basse ou par césarienne, que je choisirais au moment de l'accouchement. Personne n'a voulu personne n'a voulu me programmer de césarienne, alors que toutes mes copines qui ont eu une césarienne en premier, elles ont toutes accouché par césarienne derrière. Moi, on m'a dit non madame, c'est pas la peine, vous aurez le choix le jour de l'accouchement, laissez-vous une chance d'accoucher par voie basse. Bon, eh bien écoutez, au final, on est obligé de toute façon d'écouter les médecins, donc c'est ce que j'ai fait.
Donc quand j'arrive à l'hôpital, on me demande est-ce que je veux accoucher par césarienne ou est-ce que je veux accoucher par voie basse. Je sens que la voie basse va mal se passer. Je sais pas, je sens qu'il se passe un truc, qu'il y a un truc qui cloche, un truc qui va pas, il y a un truc qui est pas normal. Du coup, je dis, écoutez, je voudrais choisir la césarienne parce que je sens qu'il y a un truc qui est pas normal. Ça me rassurerait d'avoir ma fille dans 3 heures dans mes bras. Et là, je sens clairement que la sage-femme n'a pas du tout envie que j'accouche par césarienne. Ça la fait royalement chier, hein, faut le dire, clairement. Donc elle me dit, on va en parler à l'obstétricien, on revient. Donc là, j'entends dans le couloir, on le réveille pas, on le réveille, on le réveille pas. Et moi je m'en fous, tu le réveilles. Enfin, tu vois, il est là pour ça. Donc il est là, il est de garde, il est là pour aider les femmes qui sont en train d'accoucher. Donc l'autre arrive, notre super obstétricien arrive en train d'enfiler sa blouse et les cheveux en pétard. Me dit, bah on va refaire une échographie, on va vérifier si tout va bien. On refait une écho, on me dit mais non madame, tout va bien, il n'y a pas de raison d'accoucher par césarienne, je ne vais pas vous faire une césarienne de confort. Et clairement on me fait comprendre que je n'ai pas le choix, qu'on va me faire accoucher par voie basse. Et là il est 1h du matin, donc bon voilà, ensuite je retourne dans la salle de monitoring, on me pose une perf, et là je me dis est-ce que je change d'hôpital? Clairement. Je sentais que ça n'allait pas, je sentais qu'on ne m'écoutait pas. Mais je me disais, bon, quand même, tu es dans un CHU, il y a un service de réanéonat, donc tu peux pas te permettre d'aller accoucher en clinique parce que s'il y a un problème, tu mets la vie de ta fille en danger. Donc je reste au CHU, on me pose la perf. Et là, clairement, on me fout dans une salle de pré-travail, comme toutes les femmes. Attention, hein, j'ai pas été maltraitée, hein, c'est pas ce que je dis. Euh, on me fout dans une salle de pré-travail avec des douleurs terribles, des contractions terribles, très violentes, vraiment très très violentes. Je fais des crises d'asthme, enfin j'arrive pas à récupérer. Je vous passe les détails hyper glamour. Et là, il est 2 heures du matin. À 6 heures du matin, je suis enfin dilatée à 3. J'ai pris 1 cm en 4 heures. Et on me dit, c'est bon madame, vous pouvez passer au bloc de naissance. Donc on me change de salle et on me met au bloc de naissance. Donc là, j'ai le droit à la péridurale. Donc j'ai le droit à cette péridurale, alors du coup je ne sens plus rien. Forcément. Voilà, je suis dilatée à 3, t'as la péri, t'as pas dormi depuis 6 heures du matin, t'as pas dormi de la nuit. Donc qu'est-ce que je fais? Je récupère. Mon compagnon se met à côté de moi. Voilà, on est tous les deux dans la salle de bloc. Voilà, tout va bien. À 7 heures du matin, donc 1 heure après que je sois arrivée au bloc de naissance, les sages-femmes me disent, bah, nous notre garde se termine. Voilà, vous allez avoir la nouvelle sage-femme qui va s'occuper de vous. Très bien. J'attends donc 1 heure. Bon, après, le temps de faire les transmissions, etc. J'attends encore 1 heure. Voilà, elle arrive vers 8 heures. On me dit, bah écoutez madame, vous êtes toujours dilatée à 3, tout ça. Bon, ok. J'attends. Et là, à 8 heures du matin, elle me dit, vous êtes dilatée à 4. Donc, je vais vous percer la poche des os. Comme ça va accélérer le travail. D'accord? Et là, je pose la question, mais elle peut rester combien de temps avec la poche des os percée? Parce que elle me dit, bah non, bah vous savez, ça peut durer 24 heures, etc. Bon, je me dis, ah ouais, 24 heures quand même, c'est énorme. Bon, moi, je suis pas sage-femme, hein, donc j'en sais rien. Je fais, d'accord, très bien. Bon. Et là, je m'endors, je me réveille quand elle vient me voir, et je me rendors entre deux. Voilà, parce que j'ai la péridurale, j'ai plus de contraction, je ne sens plus rien. Mon compagnon Jérémy est très patient à côté de moi. Et voilà, passe 9 heures, 10 heures, 11 heures, midi. Personne s'affole. Midi, je suis dilatée à 5. 15 heures, je suis dilatée à 6. Ok. Ça fait déjà 15 heures et je ne suis dilatée qu'à 6. Ça n'affole personne. Bon. Je teste toutes les positions possibles et imaginables pour essayer d'accoucher. Ensuite, je sais pas, il y a eu... d'un seul coup, je me suis dilatée à 7. Bon, ok. Et là, j'ai passé 4 heures dilatée à 7. C'est-à-dire que personne ne s'est dit c'est grave. 4 heures dilatée à 7. 7, c'est la fin du travail, quoi. Bon, bref, après, je suis pas sage-femme. Ok. Et là, je vois personne pendant 3 heures. Ma sage-femme ne vient pas me voir parce qu'elle est débordée. Elle a trop de patients. Faut savoir que je suis arrivée le samedi soir, donc le samedi à minuit moins 10. J'ai accouché le dimanche à 20h49.
Jusque-là, vous me direz, ça n'affole personne. Effectivement, ça n'a affolé personne. Et donc, 19h30, bon, on commence à me dire, ouais, vous êtes, ça fait 4 heures que vous stagnez et tout ça. Ouais, ben ouais, il serait temps de s'affoler. Bon, je vais appeler l'obstétricien parce que je vois que votre fille commence à être un peu en souffrance fétale. Donc, on va faire des lactates. Et là, je me revois 3 ans et demi avant, à l'accouchement d'April, où effectivement, on me fait des lactates. Donc, ça veut dire clairement qu'on vous enfonce le bras dans l'utérus pour faire une incision dans le crâne de votre fille pour vérifier que son taux d'oxygène dans le sang est toujours bon et qu'elle ne souffre pas trop. Et donc, pour April, c'était pas bon, donc c'est à partir de là qu'on m'a fait une césarienne. Pour Éline, quand on fait les lactates, je vous passe les détails, vous avez toutes les internes et les internes qui sont là entre vos jambes pour essayer de voir comment on fait. Il y en a une qui a essayé, une interne qui s'est loupée, donc c'est l'obstétricien qui a pris la relève. Donc on a vraiment l'impression d'être une souris de laboratoire. Et là on me dit bah non, les lactates sont bons, etc. etc. Bon, très bien. Donc là il est 20h30 à peu près. Et au moment où j'ai baissé les jambes, parce que vous savez, on a les jambes dans les étriers, et ça, c'est tellement, tellement glamour à ce moment-là dans votre vie. Au moment où j'ai baissé les jambes, j'ai senti une contraction hyper douloureuse. Mais en plus, j'étais sous péridurale, donc normalement, j'aurais rien dû sentir. Donc j'ai senti une contraction hyper douloureuse qui est montée, pour une fois, j'ai eu une contraction qui est montée, mais qui ne redescendait pas. Et là, je dis, il y a un truc pas normal, parce que je sens une contraction qui est montée il y a 1 minute, mais qui est toujours pas redescendue. Normalement, c'est 1 minute une contraction. Et elles me disent, ah bon, tout ça, bon, personne s'affole. Hein. Et là, je commence à avoir trouble, je me mets à vomir, je perds connaissance, je me sens pas bien et tout ça. On lève ma blouse. Et là, ils se rendent compte que le monitoring de ma fille était sur mon cœur et que mon monitoring était sur le cœur de ma fille. Donc en fait, depuis quelques minutes, ils ont regardé le monitoring des lignes, qui était le mien, et elle était en chute libre. Et là, moi, je suis partie dans les vapes et j'ai entendu le gynéco qui dire césarienne, code rouge, on part. Donc là, j'ai tapé mon brancard à taper dans tous les couloirs de l'hôpital avant d'arriver au bloc. Arrivé au bloc, le temps de me faire l'anesthésie et tout ça, ça a pris quand même quelques minutes, le temps qu'on m'attache et tout et tout. On m'a incisé, j'étais pas encore anesthésiée. Et là, en fait, il me dit clairement, bon, votre fille est en souffrance importante, votre utérus a explosé, vous avez fait une rupture utérine. Donc en fait, une rupture utérine, c'est quand la cicatrice de votre césarienne s'ouvre à cause des contractions, parce que bah, la membrane, elle a été quand même incisée une première fois et qu'elle est forcément plus sensible que la paroi utérine de votre utérus. Et donc, en fait, j'ai pas eu conscience de tout ce qui se passait puisque je suis tombée plusieurs fois dans les pommes, etc. pendant la césarienne. Et bon, il m'a posé la question à savoir est-ce qu'on garde l'utérus ou pas. J'ai dit oui, si vous pouvez le recoudre et pas l'enlever, c'est mieux. Donc voilà, rupture utérine, donc c'est que mon utérus a clairement explosé. C'est sûr qu'après 21 heures de travail, hein, j'ai envie de dire, il ne pouvait que exploser. Il fallait attendre qu'il se passe ça pour qu'on décide enfin de m'écouter et de dire que je voulais une césarienne. Parce que j'ai réclamé quand même cette césarienne pendant 21 heures. Faut le savoir. Et donc là, j'entends pas ma fille. J'entends qu'on appelle un pédiatre en urgence. Donc en fait, ils ont réanimé ma fille, c'est-à-dire qu'elle était morte dans mon ventre à cause de cette rupture utérine. Parce qu'à partir du moment où votre utérus se fissure, l'oxygénation ne se fait plus. Donc elle a manqué d'oxygène. Donc son cerveau a manqué d'oxygène pendant de très longues minutes. Je pense entre 9 et 12 minutes. Donc catastrophique, bien évidemment. Donc là, ils partent, ils l'emmènent dans un service de réanéonate et moi, je suis tombée dans les pommes, j'ai pas vu la fin de mon hospitalisation. Je me suis réveillée en salle de réveil. Bref, moi aussi, j'étais en fait en hémorragie interne depuis quelques temps. Ils savent pas depuis combien de temps, mais ça te fait quelques minutes, voire quelques dizaines de minutes, voire peut-être 1 heure ou deux. Et donc, je n'ai eu des nouvelles de ma fille que le lendemain matin. Parce que personne ne m'a donné de nouvelles pendant la nuit. En fait, quand je suis retournée dans ma chambre, on m'a pas dit qu'elle était mal, très très mal.
Et donc c'est le matin, en me réveillant, enfin j'ai pas dormi de la nuit, mais je veux dire vers 6 heures du matin, euh, qu'on m'a dit qu'en fait elle avait fait 6 heures de convulsions. Donc ils ont mis 3 produits différents pour la stabiliser. Que, qu'elle avait, qu'ils avaient été obligés de la mettre sous hypothermie. Donc ça veut dire qu'ils l'ont mis dans une couverture refroidissante pour stopper les dégâts du manque d'oxygène dans le cerveau. Et donc elle était en service de réa néonate sous respiration, elle a 1 million de fils branchés à elle, etc. Donc là je me dis que c'est grave, que l'heure est grave. J'avais pas réalisé une seule seconde que c'était aussi grave, parce qu'on me l'a pas dit. Et, de là a commencé le cauchemar, puisque donc le 4 février au matin, le premier truc que j'ai fait, c'est que je me suis levée et je suis partie la voir. Alors on m'a dit vous n'avez pas le droit de vous lever et tout ça. J'avais un redon en plus parce que j'avais énormément de sang dans le ventre, il fallait enlever tout ça. Bref, je suis partie en réa néonate pour m'occuper de ma fille, pour la voir pour la première fois, puisque j'avais vu qu'une photo d'elle et elle était au plus mal. Et donc elle a passé 72 heures en hypothermie. Après ça, ils ont décidé de la réchauffer et elle a mis près d'une semaine à se réveiller. Elle a fait plusieurs EEG la première semaine qui étaient très mauvais et ça veut dire qu'elle n'avait pas d'activité cérébrale. Et ensuite, ils ont fait un IRM qui a été catastrophique, dans lequel clairement elle n'avait pas d'activité cérébrale du tout. C'était les noyaux gris de la base étaient touchés. Bref, c'était très très lourd. Donc là, on parle d'encéphalopathie aiguë et on parle d'anoxie cérébrale, ça veut dire qu'elle a manqué d'oxygène. Donc là, on parle d'un handicap, parce que ça ne se dit pas d'un handicap, un handicap hyper lourd. C'est-à-dire qu'elle aurait passé sa vie dans un fauteuil coque. Et enfin voilà, tout a été très très compliqué sur la suite. Donc une fois qu'elle s'est réveillée, elle était sous respirateur et c'était pas génial. Et ils ont décidé d'enlever la respiration parce qu'ils trouvaient qu'elle respirait pas trop mal, artificielle. Donc du coup, ils ont enlevé la respiration artificielle au bout d'une semaine. Et donc de là, ils lui ont mis les petites lunettes quand même pour respirer parce que c'était pas ça quoi. Elle respirait, mais elle respirait pas non plus super bien. Son cœur était très fragile. Et donc voilà, on a passé un mois en fait à attendre que son cerveau se déclenche. Et il s'est jamais déclenché. C'est-à-dire qu'elle a passé un mois en service de réa néonate. Eux, ils savaient que c'était fini. Mais nous, on voulait pas l'accepter. Alors on a mis un peu plus de temps à comprendre qu'il n'y avait pas d'espoir en fait. On se dit toujours qu'il y a un espoir. On se dit toujours qu'elle va s'en sortir, qu'il va y avoir un miracle, que c'est la plus forte de toutes et qu'elle va y arriver. Mais non. Elle n'a jamais eu les réflexes de succion, de déglutition. Elle a attrapé un staphylocoque doré, un staphylocoque blanc sur la dernière semaine. Parce que son système immunitaire était bien trop fragile. Et donc, ils nous ont demandé si on voulait arrêter les soins. Parce qu'il n'y avait pas d'espoir. Alors là, il a fallu décider, bien évidemment. Le choix le plus difficile de ma vie, est-ce que je garde un enfant handicapé qui va souffrir parce qu'elle souffrait physiquement toute sa vie, ou la laisser partir de manière digne et lui éviter toutes ses souffrances? On a mis des jours avant de se décider, parce que le plus dur c'est de la laisser partir. De se dire qu'on la verra plus jamais, qu'on la touchera plus, qu'on la verra pas grandir et qu'on fêtera pas ses anniversaires avec elle en tout cas. Donc on a décidé d'arrêter les soins et je respecte toutes les personnes qui font le choix de garder l'enfant.
parce que c'est un choix tellement dur. Mais je respecte aussi tous les parents qui ont fait le même choix que nous et qui ont décidé de ne pas la laisser souffrir. Donc, elle est décédée le 2 mars 2018 dans sa chambre d'hôpital, avec nous, dans mes bras. Et c'était sûrement le moment le plus dur de toute ma vie. Mon bébé mort dans mes bras. Pourquoi je fais cette vidéo? Et j'ai pas question de me larmoyer sur mon sort ni quoi que ce soit. Oh, j'ai ma machine à café qui se met en route. Je fais cette vidéo parce que je dénonce la non-écoute des patients dans les centres hospitaliers. On n'écoute pas les patientes. Moi, je savais qu'il y avait un truc qui allait pas. Je savais qu'il y avait un truc grave qui allait se passer si on m'écoutait pas. J'ai dit que j'avais des douleurs, j'ai dit que je voulais une césarienne. On m'a pas écouté, on a fait comme ils voulaient. Parce que c'est une question de statistiques. Il ne faut pas faire trop de césariennes aux femmes. Ok. Quand j'entends les infirmières, après, qui me disent, mais vous savez combien il y a de césariennes le vendredi soir pour que les médecins soient tranquilles le week-end, je me dis, comment ça se fait que moi, pas une seule fois, on m'a écouté. Et pas une seule fois, on s'est dit, ouais, effectivement, ça fait un moment qu'elle est en travail, que ça marche pas. Elle a déjà eu une césarienne. Peut-être qu'il faut faire une césarienne. Mais non, personne ne m'a écouté. Et ma fille est décédée à cause de ça. Pendant toute ma grossesse, j'ai été arrêtée. À 4 mois, j'ai été arrêtée parce qu'il fallait pas prendre la voiture, parce que j'avais déjà des contractions. J'ai dû faire des milliers de tests, des milliers de trucs. On m'a surprotégée pendant cette grossesse pour que, arrivée à l'hôpital, il la condamne pour une histoire de statistiques. C'est honteux, ça n'aurait jamais dû se passer comme ça. Jamais. Ma fille est morte à cause d'eux. Elle est morte parce qu'ils m'ont pas écoutée, parce qu'ils n'ont pas fait les transmissions qu'il fallait, parce que j'étais un numéro lambda comme des millions d'autres femmes qui accouchent, et parce que ils voulaient pas me faire une césarienne parce que je l'ai demandé. Je l'aurais pas demandé. À tous les coups, ils m'auraient dit on prend pas de risque, on fait une césarienne. Alors, je vais choquer les médecins qui regardent cette vidéo. Je vais choquer les sages-femmes et choquer les infirmières de bloc. J'en suis désolée, mais là, pour le coup, je pense vraiment qu'il est temps d'écouter les femmes qui accouchent. On a banalisé la grossesse, l'accouchement avec baby boom, avec tout ça. Il faut être au courant. Il faut parler des risques. Quand on vous dit à la visite du 8e mois, est-ce que vous voulez une césarienne programmée ou est-ce que vous voulez accoucher par voie basse à partir du moment où vous avez eu une première césarienne? Si vous vous sentez capable de le faire, faites-le. Mais si vous ne vous sentez pas capable de le faire, demandez une césarienne programmée. Et si on vous la refuse, allez dans un autre établissement. Parce que moi, je l'ai demandé à 8 mois, on l'a refusé et j'aurais dû aller ailleurs. J'aurais dû dire tant pis, je vais ailleurs, tant pis, c'est pas grave. Tout ça, c'est catastrophique. Vraiment, c'est catastrophique. On m'a pas écouté, on n'a pas cherché à comprendre mes douleurs, et il s'est passé ça. Il faut qu'on vous explique ce que c'est une rupture utérine. Il faut qu'on vous explique les risques que vous prenez en accouchant par voie basse. Parce que c'est marqué nulle part dans la petite feuille de merde qu'ils vous donnent à 8 mois. Et après, ils se protègent et ils vous disent « Ah mais non, mais moi, on vous a donné la feuille, madame. » Sur la feuille, il n'y a pas marqué une seule fois que ça peut être un risque mortel pour l'enfant. Pas une seule fois, c'est marqué nulle part. Je l'ai le texte. Pas une seule fois, c'est marqué. Oui, il y a marqué risque de rupture utérine sur utérus cicatriciel. Ça, c'est sûr, c'est noté. Mais pas une seule fois, un seul médecin, aussi bien ma gynéco en privé qui m'a suivi, ou bien le gynéco qui m'a fait la visite du 8e mois, ne m'a parlé des risques de la rupture utérine. Jamais. Ils m'ont parlé de tous les risques d'accoucher par voie basse, de tous les risques d'accoucher par césarienne, mais jamais la rupture utérine n'a été abordée. Et ça, c'est grave. Parce que clairement, la rupture utérine, c'est la bête noire de tous les gynécologues obstétriciens. Parce que c'est le truc qui pète, et quand ça pète, eh ben c'est catastrophique. Il y a des séquelles irréversibles sur les enfants, en général. Moi, ma fille, elle en est morte. Elle reviendra jamais.
Et je pourrais peut-être plus jamais avoir d'enfant à cause de ça. Alors j'ai une petite April que j'aime de tout mon cœur et heureusement que je l'ai, mais ça ne m'enlèvera pas ce besoin de voir grandir Eline que je ne verrai jamais grandir. Je l'ai portée pendant 9 mois. Pendant 9 mois, elle était en sécurité dans mon ventre. Elle allait bien. J'en ai pris soin. J'ai mangé sainement. J'ai pas pris la voiture. J'ai fait du sport. J'ai fait attention à mon poids. J'ai bu beaucoup d'eau. J'ai pas bu de café. J'ai pas fait ceci. J'ai pas fait cela. Pour qu'au final, je tombe sur quelqu'un qui n'avait pas envie de me faire une césarienne, qui m'a pas écouté, qui a transmis les mêmes informations à la sage-femme après. Du coup, on m'a écouté walou. Et voilà, il se passe ça. Et ça, c'est grave. Parce que des ruptures utérines, en fait, il y en a beaucoup. Personne ne sait, personne n'en parle, mais il y en a beaucoup. J'ai des amis à qui c'est arrivé. J'ai des sages-femmes qui me racontent que c'est arrivé et que ça arrive. Alors aussi catastrophique que moi, ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont merdé. Voilà, parce qu'ils m'ont pas écouté, parce qu'ils ont trop attendu. Parce que quand j'entends d'autres personnes qui me disent mais t'aurais dû être césarisée à midi, t'aurais dû être césarisée à 15h, et qu'à 20h30, ils ont décidé de me césariser, qu'ils m'ont césarisée à 20h49, et que ma fille a manqué d'oxygène pendant de très longues minutes, et qu'elle avait plus de cerveau, qu'elle avait un cerveau en bouillie quand elle est née, eh ben ça me révolte. Ça me révolte et ça me fout les boules pour elle, pour tous les autres enfants qui vont subir ça. Parce que l'encéphalopathie, ça arrive. L'anoxie cérébrale, ça arrive. Ça n'arrive pas à tout le monde, heureusement, mais ça arrive quand même de plus en plus. Donc voilà, cette vidéo, elle est pour vous alerter de tout ça, pour vous dire que ça n'arrive pas à tout le monde, et heureusement, je le répète, mais surtout, posez les questions, soyez curieuse, allez voir ce qui se passe sur Internet, allez voir les avis des autres, allez voir les gynécos, allez voir plusieurs médecins, chirurgiens, obstétriciens, peu importe, ils vont vous expliquer ce que c'est, ils vont vous expliquer comment ça se recoue, et ils vont vous expliquer ce qui se passe derrière. Moi, on m'a jamais expliqué ça. Je me retrouve maintenant face à tout ça, face à toute ma peine, face à toute ma colère, face à toute ma détresse, parce que clairement, ma vie s'est arrêtée. J'ai beau faire du shopping, lire, dévorer des bouquins, dévorer des séries, je suis incapable de me concentrer sur quoi que ce soit. J'arrive pas à faire mes courses, je suis incapable de reprendre le travail. La seule chose qui m'importe, c'est le bonheur de ma fille April. C'est d'aller la chercher à l'école le matin, c'est de l'avoir à côté de moi. Mais j'ai peur de prendre la voiture parce que je me dis qu'il peut encore nous arriver une catastrophe. Euh, j'ai peur de tout. J'ai peur de tout, j'ai peur de la vie. J'avais une confiance en la médecine euh, que je n'ai plus. J'ai plus confiance en personne parce que on m'a dit de les écouter et au final je les ai écoutés et si eux m'avaient écouté, eh ben, ma fille Edine serait dans mes bras et je ne serais pas en train de vous tourner cette vidéo. Et voilà, et ça fait 2 mois qu'elle est décédée, 2 mois et une semaine. Et, et c'est un crève-cœur et je mettrai toute ma vie à m'en remettre. Et voilà. Et voilà. Donc oui, la rupture utérine, ça arrive et ça arrive pas qu'aux autres. Donc s'il vous plaît, posez des questions à vos gynécos. Posez des questions pendant votre travail, pendant votre grossesse, pendant votre travail. Surtout, n'hésitez pas à demander, à faire suer les gens qui s'occupent de vous dans le bloc opératoire, à les appeler tout le temps, à savoir si ça se passe bien. Parce que il y a des femmes pour qui ça se passe très bien, et heureusement, je le répète, mais il y a des femmes pour qui ça se passe moins bien. Et quand ça se passe moins bien, c'est catastrophique. Voilà. J'ai terminé pour cette vidéo. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la poster. Là, je la tourne aujourd'hui, mais je ne sais pas si j'arriverai un jour à la poster. Donc voilà, je suis désolée d'en choquer peut-être certains ou certaines. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou bien à me les envoyer par mail sur happymomtherapy@gmail.com. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Je parle pas trop de ça, mais je parle d'autres choses. Voilà, je suis de tout cœur avec toutes les mamans à qui c'est arrivé, de tout cœur avec toutes les mamans à qui malheureusement ça arrivera, parce que ça arrive. Et je pense à tous les petits anges qui sont au ciel, dont ma petite Éline, que j'aime de tout mon cœur, qui me manque à chaque seconde de ma vie, et pour toujours.